l'exposition Solo Show de Santiago Torres, qui a invité 4 artistes et dont le commissariat a été assuré par Janine Sarbou au nom de Beta House, qui donc nous accueille ici sur ces 2 étages d'exposition. On va donc parler essentiellement de ton travail, de quasi ta découverte de l'art, jusqu'à des expériences toutes récentes, dont une expérience dont on vient de me parler en milieu hospitalier sur la question de l'art et du soin, une vraie tendance dans l'art, de l'art and care, avec Rachel Even, qui était à l'initiative de cette expérience. Donc, lui parlera tout à l'heure, et je lui passerai donc le micro. Alors, je propose de commencer par ta première rencontre avec l'art. Je crois que tu m'as un jour parlé de catalogue d'exposition, mais comment tu es entré en contact avec l'art, Santiago? Cette question que tu viens me poser, pour moi, elle est très facile. Déjà, je l'ai regardé hier, cette question, et je dis c'est très facile. Parce que je n'ai pas eu une rencontre avec l'art. On ne peut pas dire qu'un jour, je me baladais dans la rue et je dis tiens, j'ai vu une œuvre d'art, enfin j'ai eu une rencontre d'art. C'est que je suis né dans l'art. Ce n'est pas une question que je n'ai pas eu de rencontre, c'est que le fait d'avoir un père artiste, d'ailleurs que j'admire beaucoup et que son travail pour moi il est très important, m'a fait naître dans l'art. Alors, c'est pas ma faute, quoi. Je suis dedans depuis tout le début. Alors, il paraît que quand j'étais tout petit, on me baladait dans les galeries de Denis Ronet, ici, comme ça. Et finalement, c'est pas ma faute. C'est comme ça qu'il a revenu avec moi. C'est de la responsabilité de l'artiste père qui d'ailleurs est parmi nous. Alors, je voudrais qu'on vienne maintenant à tes premières créations. On est entouré ici d'œuvres avec beaucoup d'immatériel, mais aussi de la matérialité, avec beaucoup d'interactions. C'est un petit peu l'une de tes signatures, mais pas seulement, avec des choses optiques, des choses qui évoquent le cinétisme. Mais de quelle nature étaient tes premières créations? Alors, dans l'art, je me renvoie sur la question. Donc, comme je suis né dans l'art, alors je suis né avec les outils des artistes à côté de moi. Alors, je me souviens très bien que j'avais même moins de 15 ans et j'avais un paquet de caméras, une Nikon, une Minolta, j'avais des pelles, appareils. Et j'avais mon père qui me disait tiens, expérimente tout ça et fais ce que tu veux. Il allait acheter tout le matériel qu'il faut. Et mon expérience a commencé par la photo. Je faisais des photos dans son atelier, je faisais des montages, je faisais pas mal des expériences et je me suis éduqué dans la photo. Après, tout de suite après, j'ai fait un peu ce qu'on peut appeler de l'expressionnisme ou de l'art de Povera. Et j'ai fait une exposition qui était sur les dieux grecs. Et c'est plutôt des morceaux de bois, de la peinture à la stone. Et à l'époque, il y avait un artiste que j'aimais beaucoup, que j'étais très influencé. C'était l'américain des graffiti, le père de père. Je ne sais pas le Basquiat. Basquiat, oui, Jean-Michel Basquiat, pardon, merci. Encore merci. Jean-Michel Basquiat, et il m'attirait beaucoup, son énergie et ses œuvres m'attiraient énormément. Après, quand j'arrive à Paris, c'est là où je la rencontre avec l'abstraction. Pour moi, avant, ce n'était pas vraiment un intérêt. Et c'est quand j'arrive à Paris qu'ils m'ont posé la question sur le carré noir sur fond blanc. Qu'est-ce que c'est, ce carré noir sur fond blanc? C'est interdit à l'art. Et moi, ça m'a fait un noir complètement. Et de là, de ma recherche, j'ai commencé à faire l'interactivité qui date des années 2006, 2007, 2008, où il y a vraiment une nouvelle recherche où j'arrive à Paris. Tu viens de citer des maîtres de l'abstraction comme Malevich ou du graffiti dans l'art contemporain comme Basquiat. Tu as aussi rencontré, on va dire, quelques maîtres contemporains du XXe, XXIe siècle, parmi lesquels je pense à Roulieu-le-Parc. Il y en a eu quelques autres à Paris que tu as rencontrés, je pense, même avec qui tu as collaboré d'ailleurs. Oui, parce que j'étais toujours entouré de maîtres. En tout cas, bon, pour moi, je considérais le travail de mon père comme un maître. Déjà, il faisait des choses. Il avait rencontré des artistes très importants, alors il pouvait transmettre ça.
Et à l'époque, je me souviens très bien que j'ai connu le travail de plusieurs maîtres vénézuéliens grâce à une exposition qu'il a fait. Et j'ai compris à l'époque que l'école n'était pas vraiment nécessaire. Il fallait vraiment aller vers les maîtres. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai arrivé avec cet esprit. Je suis allé chercher les gens qui m'intéressaient vraiment. Alors, pour moi, Julio faisait partie des maîtres, Nicolas Chauffeur faisait partie des maîtres, Courdiès faisait partie des maîtres, mais il y avait des autres artistes qui étaient aussi des maîtres, mais qui n'étaient pas très connus. Par exemple, je peux citer Octavio Herrera. Pour moi, lui, c'était un maître dans son métier, dans son rigueur de la géométrie. Et lui m'a transmis quand même un certain travail et il m'a mis vraiment dans une recherche. Et grâce à lui, bon, j'ai réussi à travailler chez Lepa et chez pas mal de gens. C'est intéressant que tu mentionnes Nicolas Chauffeur, puisque je crois savoir que tu as aussi restauré certaines de ses pièces, sachant qu'on considère souvent Nicolas Chauffeur avec quelques robots, œuvres robotiques des années 50 comme le père de l'interactivité en art. En tout cas, c'est un des pères, un des fondateurs de cette tendance. Alors, je voudrais maintenant que tu nous parles un petit peu de cette relation à l'interaction. Comment ça a commencé, comment tu l'as fait évoluer, quel est, je vais dire, pourquoi ce choix, ou quoi que je pourrais te demander aussi pourquoi ce choix de l'interaction comme un médium. Bon. Donc, parfois, quand on analyse les choses, c'est pas ce qu'on a cherché, ça arrive, le destin t'amène petit à petit dans ce chemin, parce que je me souviens très bien que je faisais un peu d'art, j'avais envie de travailler dans l'art numérique, et mes premières œuvres c'était sur la web, par exemple le carré noir sur fond blanc craqué, c'est une œuvre qui était en ligne et les gens pouvaient intervenir. Et j'ai donné la carte, j'ai donné l'adresse mail. Et quand j'ai travaillé dans une galerie, un jour arrive Madame Chauffeur et elle fait une exposition dans cette galerie. Et quand la galeriste m'appelle, elle me dit il faut monter l'expo. Et il y avait 4 pièces qui étaient allumées. Il y avait un microtome qui avait une seule lumière qui marchait, il y avait un écran qui ne marchait pas. Et moi, comme dans toute ma vie, j'ai toujours été curieux et je voulais tout réparer. Je me suis mis à réparer l'exposition de Chauffeur et le jour du vernissage, tout l'expo était allumé grâce à mon intervention. Et c'est là où elle m'a dit bon, Santiago, il faut que tu viennes chez moi, il faut que tu fasses la même chose dans tout l'atelier. Alors, ce que je trouve intéressant dans tes compositions interactives, on en a notamment une ici, on a une au premier étage, qui donne d'ailleurs comme des temps arrêtés, qui sont aussi sur les plateformes NFT, comme celui-là. Mais je pense à cette pièce interactive, finalement, quelle impression tu as, comment tu peux revenir sur le fait que tu en délègues la composition. Moi, je t'ai déjà vu aussi à Bâle, par exemple, en train de faire des compositions devant les possibles publics ou les possibles collectionneuses ou collectionneurs. Finalement, quand ils ont ces œuvres à demeure, tu n'es plus là et finalement, ce sont elles, ce sont eux qui en font véritablement les compositions, comme s'ils les terminaient, les œuvres. Donc, il faut savoir que dans l'art cinétique ou dans l'art oui, cybernétique, parce que pour moi c'est plus cybernétique que cinétique, la notion des publics est très importante, la notion de l'action des publics est très importante. Alors, Chauffeur a créé une œuvre qui faisait allusion, qui marchait grâce à les spectateurs, mais surtout que dans une époque où je faisais la recherche, quelque chose qui était évident pour moi, c'est quand il écrit, l'artiste ne crée plus une œuvre d'art, il crée la création et avec la créativité. Alors pour moi c'était évident, on était dans une époque complètement, une rupture d'époque. Alors on était vraiment dans une époque où le jeu vidéo il est très important, alors l'art, comme on le connaissait, il allait changer complètement. Alors si le public n'avait pas un vrai rôle, pour moi l'art n'était pas encore vraiment dans son époque. Alors, pour moi c'est une question d'époque, alors
je me situe dans mon époque, j'utilise les outils de mon époque, j'analyse les philosophies des grands philosophes comme Nicolas Schoeffer, et je crée quelque chose grâce à tout ça. Et puis ce que je trouve intéressant, si on suit tes créations, notamment en ligne, et pourquoi pas au travers, par exemple, de ton Instagram, on se rend compte que parfois tu sors de l'écran, il y a beaucoup d'exemples ici sur lesquels on reviendra, y compris pour aller jusqu'à la sculpture. Tu es auteur de quelques sculptures d'ailleurs qui ont poursuivi dans des parcs en extérieur, je crois. Comment s'est passé ces passages, ce passage de l'interaction comme médium à la sculpture, y compris même à la sculpture dans son poids, sa matérialité et en extérieur? Bon, il faut savoir que même si on voit que je travaille la bidimensionnalité, le 2D, j'ai une série qui est en 3 dimensions. Et il y a des volumes qui sont virtuels, mais il y a un logiciel qui a créé ces volumes virtuels. Alors, et ces logiciels-là sont des logiciels des ingénieurs, des architectes, et on est vraiment dans la 3D. Alors j'ai récupéré après tous les œuvres qui faisaient partie de la 3D, et j'ai essayé de les rendre matériels. Et ça fait longtemps que j'avais réalisé les plans que j'avais réalisés et tous les croquis. Et pendant le Covid, j'étais dans une résidence avec l'Académie de Beaux-Arts et j'avais un jardin gigantesque, on avait des espaces énormes et j'avais le temps et j'avais des matériaux pour pouvoir les fabriquer. Alors je fais des expériences. Je n'ai pas fait les sculptures pour qu'ils soient exposés dans des galeries ou pour qu'ils soient installés quelque part. Je l'ai fait pour vraiment travailler avec le volume. Et c'est pendant la résidence avec l'académie que j'ai réussi à expérimenter ça. Maintenant, si je veux le faire, ça ne sera pas moi qui va le faire à la main. Je dois vraiment avoir des usines qui le fabriquent. Mais je sais comment fonctionne le volume et maintenant je peux le mettre en place. Alors dans ta relation à matérialité, immatérialité, on a justement autour de nous des œuvres qui sont quasi exclusivement numériques, d'autres qui ne le sont pas du tout, en tout cas dans leur présentation, même s'il y a toujours une part algorithmique dans toutes ces pièces-là, mais certaines, on va dire, sont alimentées électriquement, d'autres ne le sont pas. Et en même temps, tu en as où tu fais dialoguer, et notamment en face de moi, un magnifique aplat de bleu qui convoque le travail d'Yves Klein, avec un travail au-dessous qui plus proche de tendances optiques et dans ton travail justement où on te reconnaît davantage. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces dialogues que tu fais aussi d'ailleurs en collaboration avec des artistes entre photographie et le médium interactif qui interagit aussi, y compris en termes de lumière, avec ces deux parties de l'œuvre? J'avais besoin j'avais un besoin, j'avais un manque. Ça fait des années que je fais de la programmation avec les œuvres d'art. Ça fait des années que je fais des recherches dans la programmation. Et je fais des écrans tactiles où je fais que le numérique. Et j'avais besoin de m'exprimer autrement. C'est pas parce que j'analyse ou quelque chose. Non, j'avais juste besoin de m'exprimer autrement. Et je sais que le fait de travailler le corps et travailler l'instant sans réfléchir, parce que des monochrome qui sont là, sans se poser des questions, aller directement sur la source, expérimenter la matière et faire des résultats. C'est ce que j'avais besoin. C'est une question, c'est comment aller chez le psychiatre et tu dis, bon, tu vas prendre tel médicament. Non, moi j'ai besoin vraiment avec la matière. Et après, une fois que j'ai finalisé la matière, je dis, bon, je dois trouver un équilibre avec c'est ce que je fais déjà, c'est ce qui est ma signature. Et finalement, je crois avoir trouvé une vrai équilibre entre ce qui est la matérialité de la matière, parce que finalement, la matière, elle est aussi immatérielle, sauf qu'elle dure peut-être plus longtemps, mais finalement, pour moi, philosophiquement, tout est matériel. Mais pour moi, c'est une belle façon d'avoir fait une composition entre ce qu'on appelle un tableau. Un tableau au sens critique d'art, au sens résultat pour qu'une vraie collection se pose et dit bon, j'ai pas besoin de vraiment brancher ça, mais j'ai un résultat qui était réfléchi et qui a été sur un bon processus, parce que c'est le processus qui est différent.
Alors, sachant que tu travailles ces compositions, que tu les délègues aussi pour certaines au public, tu collabores aussi nouvellement avec des intelligences artificielles. On a eu ce raz-de-marée en 2023 des services d'IA générative, même si tu sais très bien que ce sont des questions qui évoluent à bas bruit depuis des décennies. Quelle est ton relation à l'IA? Je ne sais pas si on en a autour de nous, en tout cas il y en a au premier étage, qui sont des représentations que tu as commandées avec des prompts. C'est-à-dire que là, c'est une approche assez différente dans ton travail, où tu travailles avec des mots et tu acceptes aussi finalement de contrôler encore un petit peu moins l'image, même si évidemment tu la cernes. Alors, il faut savoir que la question de l'IA n'est pas une notion nouvelle pour moi. D'ailleurs, peut-être je me fatiguais un peu les gens, mais une des choses que me disait Diego, qui est ici, disait qu'il faut vraiment étudier et vraiment réfléchir sur l'IA parce qu'elle va venir bientôt très forte. Et à l'instant, ça fait 5 ans, 6 ans à peu près, et je me suis mis à réfléchir et à analyser. Et quand j'ai eu ces analyses, j'ai programmé un peu avec l'idée de l'IA. Ça veut dire qu'il fallait accumuler des résultats à l'intérieur, alimenter une bibliothèque et donner des résultats. Par exemple, cette pièce-là, c'est pas une IA, mais on est dans le génératif qui n'est pas nouvelle. L'IA qu'on connaît aujourd'hui, elle ne m'intéresse pas vraiment. Et je pense que c'est pas vraiment c'est ce qui m'inspire. Pour moi, ça me fait ni chaud ni froid. Mais je savais que c'est un médium d'aujourd'hui, alors je l'ai expérimenté. J'ai utilisé plusieurs plateformes. Mais aujourd'hui, je me vois comme une rigolade, parce que pour l'art, pour moi, c'est pas vraiment sérieux. Il n'y a même pas un droit d'auteur derrière. Chaque fois que vous faites une œuvre de l'IA, tu n'as même pas de droit d'auteur. Alors, pour moi, c'est juste une jouet, aujourd'hui, que la technologie est en train de donner. La vraie IA, ce qui se passe actuellement dans notre époque, c'est vraiment l'IA qui va venir dans les armées. Et là, c'est autre chose. Là, c'est pas la rigolade. C'est des machines qui vont réfléchir à détruire un être humain sans passer par la main de l'homme. Alors, c'est plutôt les questions morales qui posent. Est-ce qu'une IA peut tuer des gens? Est-ce qu'une IA peut bombarder un pays? Ça, c'est des questions plus compliquées. Je me laisse aux philosophes et aux politiciens, parce que pour moi, c'est pas mon travail. Mais je fais très attention aussi avec quoi je veux procéder. Et c'est pas l'IA que je veux procéder. Vraiment, aujourd'hui, je suis plutôt dans mes codes, dans mes œuvres, l'interaction et la matière qui me rend un peu satisfait de moi-même. En tout cas, il est clair qu'on comprend en observant ton travail, lorsqu'on le connaît depuis un petit moment, cet intérêt, cette appétence que tu as pour les technologies, que tu aimes tester, grandeur nature, c'est-à-dire pour en faire des œuvres, qu'il s'agisse de capteurs pour émettre de l'interaction, qu'il s'agisse de projecteurs pour littéralement immerger, comme ici, les spectatrices et les spectateurs dans l'œuvre, hein, où j'ai envie de dire, tu abordes d'une façon un petit peu ton travail de manière plus monumentale. Et aussi, d'ailleurs, j'imagine, tu t'es frotté à la question du métaverse, dont on sait qu'aujourd'hui il n'existe pas, mais en tout cas à cette question de la 3D temps réel. Donc j'imagine tu étais déjà intéressé par cette première, deuxième génération de Second Life. Aujourd'hui, ça revient avec un certain nombre de services. Et il me semble que c'est aussi des choses qui t'intéressent, même si pour l'instant tu ne fais qu'y toucher par petites touches. Oui. Ben, je dois regarder tout. Je dois être au courant de tout ce qui se passe. Et l'histoire de Meta, c'est plus l'histoire de com de la part de Meta, de la part de Facebook, parce qu'elle n'existe pas vraiment. C'est une grosse blague. Et d'ailleurs, on a vu la chute de Meta à l'entrée. Ils ont perdu des milliards. Et parce que les gens, ils ne veulent pas y aller. C'est simplement, les gens, on n'a pas les outils, mais simplement que les gens, ils mettent des casques, ils ne veulent pas y aller. Ils veulent vraiment être dans la réalité, dans le contact des gens. C'est ce qu'on fait là, ici. On pourrait faire avec des casques, mais ça ne sert à pas. Alors, pour l'instant, on est dans une époque qui est très matérialiste. Alors,
n'est pas encore dans cette époque-là, il va arriver. Bien sûr qu'il va arriver, mais la technologie va évoluer aussi. Mais je trouve que le vrai méta, je veux dire le métaverse, c'est les jeux vidéo. Ça veut dire que si tu me poses la question de quel est le métaverse actuel, c'est Fortnite. Oui, c'est clair. Alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est ta relation au marché. C'est-à-dire qu'on a vu se développer bien des tendances numériques quasiment à la périphérie du marché de l'art. En revanche, finalement, tu n'as jamais fui le marché de l'art, d'ailleurs en ayant été représenté par la galerie de Lise René. En ayant l'habitude des foires, j'ai évoqué tout à l'heure Basel, mais pas seulement. Et évidemment, avec cette arrivée d'une nouvelle forme de relation directe de l'artiste aux collectionneuses et collectionneurs, je pense aux plateformes NFT, c'est quelque chose qui t'a intéressé. Et j'ai vu que tu as déposé quelques NFT, mais il me semble que ça t'intéresse plus que de continuer d'établir des relations entre l'œuvre dans l'espace physique et le contrat qui est en ligne. Oui, oui, pour moi, l'NFT, pour moi, déjà, je crois que l'NFT est né pour une question de relation, de donner une façon d'utilité à la crypto. Mais si on va à l'intérieur de tout ce qui est NFT, il n'y a rien d'histoire de l'art. Alors, grâce à cette problématique, ça ne m'intéresse pas. Alors, quand tu vas sur les NFT, l'histoire de l'art n'est pas respectée. C'est juste une question de spéculation et avec des façons même très négatives pour l'art. Parce que si on veut vraiment citer des vrais artistes numériques, par exemple, je cite l'erreur qu'a fait le Pompidou en achetant des NFT. Bon, par exemple, tu as des artistes comme Antoine Schmidt, un Sarah Lemon qui est présent, par exemple, qui ont travaillé vraiment la matière de la numérique, mais qui ne sont pas reconnus parce que c'est la spéculation de la monnaie ou d'une fausse monnaie qui est dedans. Alors, pour moi, les NFT, ça m'intéresse que pour faire une espèce de certificat, pour que les gens soient juste plus sûrs qu'il est tokenisé et c'est bon. Le reste ne m'intéresse pas. Alors, dans ta pratique, dont on se rend compte qu'elle est assez complète, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui délèguent la partie technologique. Toi, en général, tu es très autonome. Tu gères à la fois la programmation, la création, les concepts. On a abordé aussi le marché. Tu ne fuis pas tes responsabilités, y compris, j'ai envie de dire, d'entrepreneur, même au-delà de ta posture d'artiste freelance comme tous les artistes le sont. Il me semble que tu es aussi partie prenante dans l'aventure MetaHouse ou dans l'aventure GST, qui veut dire Janine Sambou et Santiago Torres. Alors je sais qu'il y a quelques artistes comme ça, que c'est une tendance aussi, de l'artiste entrepreneur. Est-ce que tu te reconnais dans J'étais toujours dans l'organisation. Moi, j'aime beaucoup faire bouger l'art. Et j'aime bien être au cœur si on peut le faire, on va le faire évoluer. Je l'ai fait déjà au Venezuela, où on était dans une fondation, nous-mêmes, nous faisons ça. Et quand on est arrivé ici, je collaborais à aider à les dîners d'idées avec les Chauffeur, qui c'était une expérience magnifique. Et évidemment, quand on s'est posé la question, Janine et moi, de créer quelque chose, de ce qui se passe aujourd'hui entre les arts numériques et l'art cinétique et qu'est-ce qui se passe, j'ai complètement adhéré et comme elle est assez intelligent, très intelligent même pour comprendre ce qui se passe, on a réussi à créer déjà, ça c'est la 3e expo. Et j'espère qu'on va continuer à faire des autres expos intéressants parce que le public a besoin. Et seulement que le public a besoin, il y a un certain public qui va être éduqué. Et c'est une question de pédagogie, c'est pas seulement une pédagogie, c'est quelque chose qui doit transmettre obligatoirement. Alors il me semble aussi que cette exposition, justement, le commissariat en a été assumé par Janine Sambou. Moi, ça m'intéressait aussi de savoir, non pas comment l'idée de l'exposition est née, puisque naturellement vous entendez bien, mais un petit peu comment vous avez travaillé en aller-retour sur le choix des œuvres, sur la scénographie, comment vous avez évolué jusqu'aux 18 heures de la semaine dernière, le vernissage. Je crois que le temps a joué beaucoup, parce que Janine
on s'est connus parce qu'il a voulu avoir une œuvre de moi dans sa collection. Et au moment que l'œuvre arrive chez elle, bah, on a des conversations. Et ces conversations amènent évidemment à montrer mes œuvres, à montrer les compositions, à montrer un peu mon travail. Alors, elle a déjà une idée de mon travail, de mes œuvres. Et la dernière, quand elle m'a dit je voudrais que la prochaine expo soit toi, je lui ai montré une œuvre où la matière était combinée avec le numérique. Et là, elle m'a dit bon, vraiment, c'est ça qu'il faut faire, c'est par là qu'il faut y aller. Et c'est grâce à même son soutien, même économique, parce que c'est grâce à son soutien économique que les œuvres sont faites. C'est quelqu'un qui a vraiment été engagé dans l'expo, elle a compris ce que je voulais dire, et elle a choisi les œuvres, les dispositions de cette œuvre-là, et grâce que Janine a décidé qu'elle soit là, et bon. Elle comprend très bien, je pense qu'elle est aussi une femme qui est entrepreneur, c'est une femme des affaires, je crois, et qui comprend très bien la situation. Alors, c'est facile de travailler avec des gens qui savent vraiment travailler et qui finalement aiment les œuvres d'art. Ils aiment les styles. Alors, c'est comme ça, c'est facile. Alors, dans tes multiples collaborations, projets, dialogues, échanges, il y en a un qui te tient tout particulièrement à cœur, que tu souhaitais évoquer aujourd'hui, mais pas avec moi, avec Rachel Even qui va prendre le micro à ma place et avec qui tu vas poursuivre sur des questions associant, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'art et le soin. Merci Dominique. Merci à toi. My mind on cake.